Mesdames et messieurs, bienvenue pour ces face-à-face avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, du Tchadien de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mamassa Al-Nadif. Le quart d'heure de la diplomatie est une émission réalisée par le service presse du ministère des Affaires étrangères. Une fois par mois, nous nous entretenons avec le chef de la diplomatie tchadienne pour mieux édifier le public sur des questions liées à la diplomatie au Tchad et à travers le monde. Excellence, merci de nous recevoir. C'est à moi de vous remercier. Monsieur le ministre d'État, un média américain a évoqué une éventuelle déstabilisation du Tchad par le groupe pro-russe Wagner par fact interposé. Quelle est votre analyse? Non, il est vrai que depuis un certain temps, Wagner fait l'actualité au niveau international et particulièrement en Afrique. Nous avons effectivement été informés par voie diplomatique par un certain nombre de nos partenaires de cette éventualité. Par la suite, l'information est devenue publique, c'est tout le monde qui l'a apprise. Et depuis lors, nous avons pris acte, en tout cas, de cette information et nous suivons l'évolution. Sinon, nous n'avons pas de commentaires particuliers. Le G5 Sahel était sous présidence tchadienne depuis plus de 3 ans. À l'ère du bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bon, il faut reconnaître que le G5, dont le Tchad est un des pays membres fondateurs, a accompli un certain nombre d'actions, d'activités assez significatives. Malheureusement, la présidence tchadienne a connu quelques événements malheureux qui ont plus ou moins ralenti les activités du G5 Sahel. Il faut citer notamment le décès brusque du président Idriss Déby du Tchad. Il faut aussi citer l'annonce par nos frères maliens de quitter le G5 Sahel. Il ne faut pas non plus oublier que la présidence tchadienne était au milieu de conséquences de la Covid-19. Un autre événement qui semble passer inaperçu, c'est qu'on a également eu à remplacer le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Autant d'événements qu'on peut dire qui ont plus ou moins ralenti le G5 Sahel. Mais à l'actif de la présidence du Tchad, il faut dire qu'il y a eu pratiquement 3 sommets, dont un virtuel, qui a permis à ce qu'on acte la nomination d'un nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Il a fallu une deuxième conférence ou sommet où nous avons eu à réfléchir sur comment faire pour relancer les activités. Entre-temps, il y a eu quand même des réunions sectorielles assez importantes, notamment celle des ministres de la Défense qui a eu lieu ici à N'Djamena et qui ont eu à se pencher sur le concept opérationnel de la force conjointe 5 du G5 Sahel qui a été remodelé, qui a pris une nouvelle configuration. Le concept opérationnel stratégique a été revu et désormais on peut dire que nous avons tiré un certain nombre de leçons de l'expérience passée et on peut dire raisonnablement que la force conjointe avec la nouvelle restructuration qui est l'outil, il faut le reconnaître, c'est l'outil en matière de défense et de sécurité du G5 Sahel est dans de bonnes conditions pour continuer ses opérations dans un terrain difficile qui est celui de la lutte asymétrique contre les terroristes, qui nécessite beaucoup plus de mobilité, contrairement aux empreintes fixes, assez lourdes, fragiles, susceptibles d'être attaquées de façon... Ils sont vulnérables, je peux dire. Donc je crois que tout ça fait que, même si aujourd'hui nos frères du Mali se sont retirés, et nous ne désespérons pas de pouvoir les voir un jour réintégrer le G5 Sahel, qu'il faut le reconnaître. Historiquement, c'était pour
aider nos frères maliens que le G5 Sahel a été créé. C'est une mesure de solidarité, d'entraide entre les pays du Sahel que l'initiative de créer le G5 Sahel en 2014 et par la suite la mise en place de la force conjointe du G5 Sahel. Donc il faut partir du fait que l'idée est encore pertinente. Le Sahel a besoin du G5 Sahel, le besoin a besoin de l'entraide et de la mutualisation des efforts du pays sahélien. Le reste, il faut reconnaître que c'est une organisation quand même assez jeune et quelquefois dans un parcours, on peut connaître quelques ratés, mais j'estime qu'elle est sur la bonne voie. Justement, Monsieur le ministre, vous avez parlé du retrait du Mali du G5. Donc, du G5, on parle aujourd'hui du G4. Alors, peut-on croire encore à cette organisation régionale pour répondre à plusieurs impératifs, notamment sécuritaires, sachant que le terrorisme bat son plein au Sahel? Non, je suis de ceux qui croient encore que les objectifs du G5 Sahel demeurent pertinents, que ce qu'elle a réalisé est important. La nouvelle restructuration qu'a connue aussi bien le secrétariat exécutif que la force conjointe sont des outils qui puissent lui permettre de mieux se relancer. La dernière réunion qui s'est tenue ici, le dernier sommet qui s'est tenu ici à N'Djamena le 20 février a marqué une impulsion et j'estime que dans cette lancée, même si c'est désormais appelé G4, et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne désespérons pas qu'un jour nos frères maliens nous rejoignent, mais que le G5, le G4 ou G5 Sahel demeure une idée pertinente au service des populations sahéliennes. Parlons à présent d'intégration régionale. La zone de libre-échange continentale telle que voulue par l'Union africaine tarde à s'imposer. Qu'est-ce qui empêcherait, selon vous, les communautés économiques régionales à appliquer les résolutions de l'Union africaine? Bon, ça fait partie, le rythme d'évolution de la ZLECA fait partie malheureusement de nos réalités africaines. Mais au moins, on peut dire que la ZLECAf, pour une institution qui a été créée juste en 2012, qu'aujourd'hui plus de 2/3 des pays africains ont ratifié l'accord la créant et qu'elle est déjà opérationnelle avec son siège à Accra, avec son directeur général qui est opérationnel. Et un élément notable, comme vous l'avez vu lors du dernier sommet, les chefs d'État ont inscrit l'accélération de la mise en place de la ZLECAf comme le thème de ce sommet. Il y a eu des échanges très, très intéressants et j'ose croire que ça va donner une impulsion à la ZLECAf pour accélérer son rythme d'évolution. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le bien-être des populations africaines. Nous sommes un continent que tout le monde reconnaît qui est le plus riche au monde, qui contient toutes les ressources naturelles, qui est un réservoir de matières premières. Mais pourquoi nous ne sommes pas développés? Donc je crois qu'un des leviers importants, c'est la ZLECAf. Il faut évidemment que les citoyens africains puissent circuler de façon libre à l'intérieur de l'Afrique, que les marchandises puissent circuler. Et pour ça, malheureusement, il faut encore des infrastructures, aussi bien routières, maritimes qu'aériennes, pour que réellement l'Afrique puisse aborder son envol pour le bien-être des populations africaines. Comme je l'ai dit, je suis toujours de ceux qui n'emploient jamais cette expression que l'Afrique est pauvre. Non, l'Afrique est riche. L'Afrique a des richesses. Elle n'est pas développée, elle n'a pas su transformer ses matières premières en train de bénéficier d'une certaine valeur ajoutée. Le sommet de Niamey sur l'industrialisation fait partie. Dans tous les cas, je suis de ceux qui estiment que même si c'est lent, l'Afrique est sur la bonne voie et la ZLECAf est un terrain de levier important pour la croissance, pour le développement de l'Afrique.
L'Union africaine ambitionne justement de faciliter la circulation des biens et des personnes au sein du continent. Mais le gouvernement tunisien a lancé récemment une chasse aux sorcières aux ressortissants des pays subsahariens. Que vous inspire d'abord cette décision et que fait le gouvernement tchadien pour la sécurité de nos compatriotes résidant dans ces pays? Évidemment, je suis indigné par ce que j'entends à travers la presse sur le pays du défunt Bourguiba, un des pères fondateurs de l'OUA, qui avait justement cette ambition d'intégration de l'Union africaine, et qu'au XXIe siècle, on puisse parler de l'Afrique du Nord, de l'Afrique au sud du Sahara, m'indigne doublement. Heureusement qu'il y a encore des voix tunisiennes qui s'élèvent pour condamner ça, pour désapprouver ça. Et j'ose croire que les autorités tunisiennes puissent se ressaisir et se considérer comme un pays africain ou dans lequel tous les Africains ont le droit d'y vivre. C'est l'ambition de l'Union africaine, comme vous l'avez dit. Je viens d'écouter la célèbre tennis woman tunisienne qui dit que je suis fier d'être africaine, je suis fier d'être africaine du sud du Sahara. C'est des voix de ce genre qu'on en a besoin pour que les Africains se sentent chez eux sans différence de couleur ou de pays. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec son Excellence, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mama Sall Nadif. À nous revoir le mois prochain. Plaisir à Dieu.